Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Merci d'être avec nous dans Essentiel. C'est peu de dire que ce livre correspond bien finalement au nom de cette émission. Ce serait tellement essentiel de vivre éternellement. Bonjour Yoram Leker. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous reçoit pour votre livre, comme je l'ai dit, absolument génialissime, L'homme qui ne voulait pas mourir. C'est paru aux éditions Viviane Ami. Yoram Leker, en quelques mots, vous êtes franco-israélien ? Oui, puisque vous êtes né en Israël et puis après, voilà. Donc je suis franco-israélien. Arrivé à Paris, de parents ashkénazes, c'est le moins qu'on puisse dire. Votre maman a été déportée à Bergen-Belsen et elle était grâce du coup à votre biographie, j'ai appris quelque chose, le train Kastner, c'est ça? C'est ça, que je ne connaissais pas. Qui est un train qui a été mis en place par un dénommé Régio Kastner, un juif hongrois qui a négocié le sauvetage de ces juifs avec les nazis, avec Eichmann directement, ce qui est un épisode peu connu en France, mais assez connu en Israël, et qui est un épisode vraiment tragique de l'histoire. Et donc votre maman faisait partie des 1000... Ma mère était l'une des 1684 rescapées de ce train. Dieu merci. Et merci à lui. Votre papa, lui, a fui l'Anschluss. Ils se sont rencontrés en Israël, donc c'est du coup. ça, en Palestine encore à l'époque. En Palestine de l'époque. Oui. Et voilà, et vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans, avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, assistant à la Cour pénale internationale. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot, mais tout ça, c'est pour la partie... Est-ce que si je dis c'est la partie sérieuse et les romans, c'est la partie moins sérieuse? C'est exact ou pas vraiment? Parce qu'en fait, il est très sérieux et drôle, ce roman. Oui, je pense que aucune de mes parties n'est sérieuse. Oui, bon, alors comme ça, ça peut être une manière de voir. Yoram Leker, j'ai dit, votre livre, il est d'une intelligence dingue, d'une profondeur et en même temps tellement drôle, tellement il y a du Kafka dedans, il y a du Pierre Desproges. Je sais qu'on vous compare parfois à Pierre Desproges. Il y a beaucoup d'âmes juives, en tout cas, même si on parle de plusieurs religions et on parle surtout de ce personnage dingue qui a décidé qu'il ne voulait pas mourir. Raconté comme ça, on peut se dire, bon, voilà, après tout, qui a envie de mourir à part une catégorie malheureusement de personnes suicidaires. Personne ne veut mourir, mais lui, non seulement il ne veut pas mourir, mais il va faire en sorte que toute sa vie soit consacrée à ce que lui ne meure pas et à ce que les autres ne meurent pas aussi. Il veut que personne ne meure finalement. Voilà, exactement. En fait, au départ, il ne veut pas mourir lui-même. Et puis il se rend compte petit à petit que c'est une entreprise qui risque de s'avérer assez compliquée. Et il passe par plein d'étapes, les unes plus ou moins loufoques d'ailleurs, mais enfin voilà, j'ai tenu à une chose en fait en écrivant. Tout est parti en fait d'une phrase. Je me suis réveillé un matin avec la phrase, c'est décidé, je ne mourrai pas. Et je me suis dit, de là, il y a quand même, il faut tirer maintenant les ficelles. Voilà, il faut tirer un livre parce que la phrase est très bien et que c'est un bon démarrage. Et bon, je suis passé par plusieurs phases, mais il y a une chose que je voulais absolument préserver, c'était le réalisme. Je voulais absolument ne pas rentrer ni dans du fantastique, de la magie, de la science-fiction ou je ne sais quoi. Il fallait que ça reste les pieds sur terre en permanence. Et donc, on a un fou extrêmement logique et puis finalement pas si fou que ça. Finalement pas si fou parce que au fur et à mesure du livre et de ses rencontres, des femmes qu'il va rencontrer, de son psy aussi. Et alors je ne vais pas révéler évidemment jusqu'où ça va aller, mais ça va quand même assez loin dans le délire des rencontres. Il va agréger autour de lui tout un nombre de personnes qui vont se dire effectivement ce serait tellement mieux si on vivait éternellement. Oui, il va agréger d'autant plus de personnes que, il est drôle, il est sympathique, et qu'il y a quand même pas mal de monde, comme vous-même, Sandrine, qui partageait en fait son objectif. On aimerait bien effectivement ne pas mourir si c'était possible, ce serait sympa. Et puis merci pour tous ces compliments, je vais essayer de tenir quand même... après tout ça. Ah oui, écoutez, franchement, c'est mérité. Alors, tout cela démarre aussi parce que, malheureusement, les parents de notre héros meurent quand il a 12 ans dans un accident de voiture. Il est lui-même dans la voiture. Et pourtant, sa mère lui avait fait une promesse, comme quoi il ne faut jamais, des fois, faire des promesses aux enfants, qu'elle ne mourrait jamais. Et ce traumatisme d'enfant va évidemment influer beaucoup sur sa volonté de ne pas mourir lui-même. C'est ça. En fait, il sort vivant de cet accident. Il n'a pas du tout apprécié l'expérience. Non.
et il devient donc orphelin. Et finalement, il va... c'est vrai que cette mère, qui est une mère un peu à la Romain Gary, Ouais. qui était très bienveillante, lui a fait un jour une remarque: qu'est-ce que tu vas faire sans moi? Qui est une remarque qu'il a prise au premier degré, qui l'a complètement traumatisé. Et il était tellement choqué que, pour essayer de compenser, sa mère lui dit mais non, c'était pour rire, je te promets, je ne mourrai pas. Ce qui était évidemment une promesse d'une mère à un fils qui n'était pas sûr. Mais lui, il l'a pris au premier degré. Il a décidé d'en faire un but dans sa vie. Voilà. Alors, ça va être tellement un but qu'il va, dès les premières pages, il va calculer en fait les heures de vie. La luxure, ça prend tant de temps dans une vie. Rire, ça prend tant de temps. Les réjouissances de la table, etc. Donc, il calcule tout. Et à la fin, il dit, finalement, j'en arrive au fait que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oui, alors vous êtes prudente parce qu'il part de l'éjaculation, en fait. Oui. Il n'est que 11h10, hein, Yoram. Donc, en considérant que c'est un épisode qui ne dure que 10 secondes. Voilà. Et donc, il fait le calcul du total d'orgasme que peut éprouver un homme ou une femme, d'ailleurs. Et il arrive à la conclusion que sur une vie entière, au mieux, ça représente à peu près 24 heures. Et donc, il essaye... Et là, comme il est un peu obsessionnel, le personnage, il fait tout un tableau sur les différents plaisirs de la vie. Et encore une fois, il arrive à la conclusion que finalement, tout cumulé, ça fait vraiment pas grand-chose à côté des ennuis, qui est un tableau autrement plus lourd. Et donc, il se dit, mais finalement, oui, pourquoi, dans ces conditions, allez vous allez vous demander si c'est si dur que ça, pourquoi est-ce que je veux vivre éternellement? C'est que, et là, il reprend Shakespeare en disant être ou ne pas être, bravo monsieur Shakespeare, mais c'est pas là la question. La question, c'est être ou ne plus être. Ou ne plus être. Et ça fait une différence. Alors, il y a plein de héros cités également dans le livre. Il parle de Roméo et Juliette, à un moment de Cyrano, etc. Il dit « Refuser de mourir est le seul acte véritablement subversif. Ça vous déstabilise un état en un rien de temps. Un doucher, un fureur sans mort, ça vaut quoi? Pas même le tissu de son brassard. Islamisme, catholicisme, judaïsme, sans la mort, vous pouvez... cas de le dire, tirer une croix dessus. La psychanalyse, c'est pareil. Les religions, effectivement, s'il n'y a pas si vous n'êtes pas sage ou si vous n'êtes pas ça, vous n'irez pas au paradis. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus grand-chose. Et en tout cas, il n'y a plus beaucoup de justification. Ou, en tout cas, il n'y a plus de raison d'accepter tout ça avec autant d'abnégation. Voilà, ça devient plus difficile à avaler. En tout cas, c'est mon cas. C'est votre cas, j'ai bien compris. Alors, il part dans plusieurs délires, si on peut appeler ça comme ça, mais je vous jure qu'à un moment donné, on finit, je ne sais pas si... Il faudrait que je voie ça avec ma psy aussi, si on finit par le croire, parce qu'on se dit que finalement, il fait des calculs, et pour ne pas mourir, ça coûterait grosso modo aux États et au monde, hein, il dit qu'on peut tous s'associer, 1000 milliards d'euros. Voilà. Et on ne meurt pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'il part de l'idée qu'il y a des tas d'associations qui luttent contre la lèpre, contre le cancer, contre la mort, la peine de mort, la torture ou je ne sais quoi, mais qu'il n'y en a aucune qui lutte contre le principe même de la mort, enfin la mort en général, ou plutôt la mort tout court. Et il finit par arriver à la conclusion que c'est une question de volonté politique. Et que c'est une question d'argent. Le Covid, ça a coûté tant, il a fallu en 1 an fabriquer des vaccins, c'était assez cher. On l'a fait, on a réussi finalement à juguler cette épidémie. Donc il croit finalement, ne croyant pas aux religions, et non pas faute d'avoir essayé, puisqu'il a tenté, il a même eu un enseignement chrétien, il aurait pu être curé, mais bon, ça n'a pas pris, et donc il finit par se dire c'est une affaire d'argent, de gros sous et de volonté politique. Et donc, il se lance en politique. Alors voilà, je ne savais pas ce que vous vouliez raconter, mais effectivement, il va se lancer en politique et il va expliquer que l'économie, elle devrait être au service de l'humanité. Et quand il va se lancer en politique, là aussi, il y a pas mal de gens qui vont le rejoindre en se disant que finalement, on nous promet un programme politique où on sera plus riche, machin. Là, c'est un programme politique où on est dit, en y mettant les moyens, et moi, j'y mettrai les moyens, on ne meurt pas. Il rencontre en fait un personnage Léon. Qui est assez... Il est formidable, Léon Bernheim. Léon Bernheim. Et Léon Bernheim, c'est un vieillard de 107 ans qu'il rencontre par hasard. En fait, il va à l'hôpital visiter un copain et il se perd dans les couloirs. Et il se retrouve en gériatrie et il voit une porte entrouverte. Il rentre et il voit qu'il y a là un monsieur qui
qui est d'ailleurs très éveillé. Et il regarde sur le lit et il voit que sur le panneau, il est indiqué qu'il a 107 ans. Et donc, il lui dit « J'aime beaucoup ce que vous faites ». Et le vieillard lui dit « Mais moi, vous savez, je vais bientôt mourir. » Et mon personnage, Max, lui dit « Il n'en est pas question. Moi, je vous interdis de mourir. » Et au fond, cette rencontre, qui est une rencontre très importante dans sa vie, il va l'utiliser en politique parce qu'il va d'abord pas vraiment l'utiliser, c'est pas tout à fait juste vis-à-vis de Max parce qu'il le fait de façon, comment dire, désintéressée presque, mais il se dit voilà, comme il est avocat, on a oublié de dire que Max était avocat comme moi. Ça m'a beaucoup aidé à m'identifier à mon personnage. Oui, un petit peu. Après, ça va être ma question suivante. Qu'est-ce qu'il y a de votre personnage en vous? Mais bon, donc, c'est très bien, les écrivains. Il se dit, voilà, ce vieillard, je vais lui demander de faire un procès à l'État pour non-assistance à personne en danger, parce qu'on le laisse dans son EHPAD croupir là-bas. Et donc, il va engager une procédure devant le tribunal contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Et ce qui est, comment dire, assez caractéristique, et ce que je voulais vraiment obtenir en l'écrivant, j'ai mis du temps, c'est qu'on ait deux réalités qui s'affrontent. Et que ces deux réalités soient, comment vous dire, aussi attirantes, en tout cas convaincantes, l'une que l'autre. Et je crois que ce procès, c'est vraiment le moment dans le livre où oui, magnifique plaidoirie, maître. Voilà, mais les deux. C'est-à-dire qu'on a un commissaire du gouvernement qui tient la réalité officielle et la réalité de Max de l'autre côté. Et ces deux s'affrontent. Ces deux sont extrêmement bien argumentés, je pense, et convainquent aussi bien l'une que l'autre, ce qui fait que ils ont tous raison. Ça fait penser un peu à une histoire juive. Mais oui, on a toujours raison. Avec aussi un arrière-plan scientifique, parce qu'il y a des données aussi scientifiques dans le livre, Yoram Leker, avec cette femme qu'il va rencontrer. Il y a deux femmes importantes en dehors de sa mère, allez, trois femmes. Il y a Cathy qui va rencontrer, si on peut appeler ça une rencontre, parce qu'il va provoquer plus que ça la rencontre. Et puis il y a Marianne, la femme avec qui il était au début, avec qui ils vont se séparer, et puis on ne sait pas après ce qui va se passer par la suite. Mais il y a une partie scientifique dans la mesure où il veut essayer, je vous laisse expliquer parce que c'est plus complexe que ça, une histoire d'embryon pour pouvoir vivre ensuite et éternellement. C'est-à-dire que oui, dans ses recherches, il a vu que les cellules souches qui proviennent d'un embryon peuvent se greffer et donner naissance à n'importe quel organe. Et donc, il se dit qu'il lui faut absolument se procurer cet embryon, sauf que la femme avec laquelle il vit, qui est une femme aussi extraordinaire et un caractère très fort, on va dire ça comme ça, disons, est malheureusement stérile. Donc, et là, il sait que sur les personnes gravement malades, elles ont le droit de congeler leurs embryons. Et donc, il va faire le guet devant l'Institut Pasteur, l'Institut Curie, dans le but d'aborder une cancéreuse pour lui faire cette proposition de réaliser ensemble cet embryon et d'en profiter tous les deux. Et il va aborder donc une femme qu'il a guettée, il l'a vue sortir régulièrement. De là, elle lui a l'air insignifiante et il se dit surtout, il faut pas que je m'attache. J'ai besoin de trouver quelqu'un avec qui, en tout bien tout honneur, je fabrique cet embryon. Après, je mets ça sur mon compte en banque ou l'équivalent, et puis j'irai piocher ensuite mes cellules souches au besoin. Sauf qu'évidemment, les choses se passent pas du tout comme il l'avait envisagé. Cette femme est une femme qui elle-même a du répondant. Un excellent sens de la répartie et cette rencontre est une rencontre flash et il va tomber éperdument amoureux de cette femme. Voilà, mais ça vous le saurez en lisant L'homme qui ne voulait pas mourir. Yoram Leker, on est à quel niveau d'ashkénazité ou d'ashkénazitude dans ce livre avec cette attitude? Parce que il pourrait être ashkénaze, votre Max Durand. Il se trouve qu'il ne l'est pas. Oui, il se trouve qu'il ne l'est pas. Il se trouve que vous l'êtes un petit peu, voire même à 100%. Oui, c'est certes, je le suis même beaucoup, comme vous avez précisé au début de cette affaire. Tout cela vient, il ne veut pas mourir parce qu'il angoisse de mourir.
Bien sûr, donc on est sur le paroxysme de l'angoisse absolue. Oui, Sandrine, pardon, mais je pense qu'il n'y a pas que les Juifs qui ont peur de la mort. Non, je pense que c'est un phénomène assez humain et assez universel. Mais oui, bien sûr que c'est quand même ma plume, ou plutôt mon clavier, et donc on reconnaît là-dedans, dans l'humour que j'essaye d'insuffler au roman, il y a certainement beaucoup de Woody Allen, par exemple. Ah, c'est clair. Bon. Et voilà. Et on ne peut pas retirer à Woody Allen son côté juif et ashkénaze non plus. Et ce serait bien si Woody Allen il le montait au cinéma, celui-là. Ah oui, je ne sais pas s'il le fera. Bah écoutez, je ne sais pas s'il écoute, bien sûr. En fait, c'est vrai que c'est très cinématographique. Très cinématographique. Mais on peut dire que le scénario est presque écrit. Ah oui, complètement. Bon, on va évidemment pas révéler la fin, mais qui est très jolie, aussi très touchante. Yoram Lecker, vous l'avez dit, voilà, il y a beaucoup d'humour, etc. Mais on est sur cette angoisse et sur ce rapport à la mort qu'évidemment, je présente toujours mes invités par rapport à leur parcours, mais évidemment avec le parcours de vos parents, c'est quelque chose qui, on sait que sur les secondes générations, et ensuite c'est quelque chose de prégnant, de dit ou de pas dit. Oui, alors si vous voulez dire par là que je suis un grand traumatisé de la vie... Je sais pas, ouais, un peu. J'ai un peu dit ça comme ça, voilà. Alors je vais vous répondre oui, mais enfin, encore une fois... Qui ne l'est pas. Oui, qui ne l'est pas. Je ne suis pas le seul traumatisé. Et oui, bon, je suis fils de victime, ça ne fait pas de moi une victime non plus. Non plus, voilà. Vous avez raison. Bon, et quant à mes névroses, je les partage, je crois, avec pas mal de monde. Clairement, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, Yoram Lecker, de plonger comme ça et de créer ce personnage qu'on n'a pas envie, on ne sait pas à la fin s'il meurt ou pas, hein, mais qu'on n'a pas envie de voir disparaître parce qu'on se dit que c'est quelqu'un qui finalement veut œuvrer pour l'humanité, qui est porteur de beaucoup d'espoir. Oui, c'est ça. Bah, écoutez, malheureusement, ça ne m'a pas guéri en tout cas. Si. Et je suis sorti de ce roman aussi terrorisé par la mort que je l'étais en y entrant. Et donc, ceux qui pensent y trouver une cure, enfin peut-être que pour eux ça réussira et je le leur souhaite, mais sur moi ça n'a pas fonctionné. Voilà, vous donnez une idée. Voilà, moi maintenant, je sais que je vais passer mon temps à dire aux politiques si vous pouvez nous trouver 1 000 milliards d'euros. Voilà, et en même temps, ça poserait d'autres problèmes. En effet, qui sont d'ailleurs un peu abordés dans le roman, ces problèmes. C'est pas ça, c'est qu'il faudrait que tout le monde ne meurt pas, en fin de compte. Ça se complique. Ou que ceux qui sont déjà morts il y a quelque temps puissent les ramener aussi. Mais là, on est en sur la religion. En termes de surpopulation, c'est pas très pratique. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si vous étiez comme nous, fans du film de Nakache et Toledano, Nos jours heureux. Mais à un moment donné, il y a le gamin qui pose la question comme ça au psy en disant, mais est-ce qu'on est plus de vivants sur la Terre ou de morts? Mais combien il y a de morts? Voilà, donc ce serait un peu ça. Ça compliquerait un petit peu les choses. Comment on vit, Yoram Lecker, quand on est franco-israélien, qu'on est en France, qu'on est avocat, qu'on est, je l'ai dit, vous avez été assistant à la Cour pénale internationale. Comment vous vivez tout ce qui se passe depuis le 7 octobre ? Je le vis mal, évidemment, comme nous tous. Sur la situation politique actuelle, je pense, oui, j'en veux beaucoup au Premier ministre Netanyahou. Je lui en voulais déjà avant, mais je lui en veux beaucoup plus aujourd'hui. Et je pense que malheureusement, il n'y a pas de solution tant qu'il est en place. Avec ces ministres racistes et extrémistes, c'est une catastrophe. Donc j'espère qu'on va se sortir de là, ou plutôt qu'on va le sortir de là, et du coup s'en sortir aussi. Mais voilà. Je croise les doigts en ce sens. Et par rapport au droit international, par rapport à tout ce qu'on entend par rapport au droit international, c'est une autre histoire. Oui, je pense que l'affaire du génocide ne tient pas la route d'un point de vue juridique, encore évidemment, et que c'est contre-productif, parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a bien sûr des crimes de guerre qui sont commis à Gaza. C'est déjà pas mal. En même temps, des guerres sans crimes de guerre. C'est une guerre, point barre. Voilà, c'est une guerre qu'Israël n'a pas voulu. Il faut quand même le rappeler, effectivement, dans laquelle Israël a été entraîné. Mais je ne pense pas qu'elle soit bien menée pour autant. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'elle se termine le plus vite possible avec la libération des otages et que tout cela puisse très vite se terminer. L'homme qui ne voulait pas mourir, c'est aux éditions Viviane Ami, avec une couverture génialissime aussi. Elle est chouette, hein, comme ça on la voit de loin aussi. Oui, parce que comme il a peur de mourir aussi pendant son sommeil, du coup il dort pas.
C'est ça. Il dort, il redresse son lit à la verticale parce que comme il comprend, enfin, il considère, il fait beaucoup de statistiques à un moment et la plupart des gens meurent allongés, couchés. Donc il se dit, voilà, il doit y avoir une incitation. Je meurs pas. Voilà. Donc, et il va même, bon, je vais pas tout dévoiler parce que c'est tellement drôle, mais il va même engager des gens pour surveiller son sommeil. Des veilleurs de nuit. Voilà, des veilleurs de nuit de lui-même. Voilà. Ça s'appelle L'homme qui ne voulait pas mourir, Yoram Lecker. C'est aux éditions Viviane Ami. Merci beaucoup, Yoram. Merci à vous, Sandrine. À très bientôt, dans quelques instants. Et on va commencer déjà à se mettre dans l'ambiance de ce qui sera le concert des Frères Nakache le 10 septembre à la salle Gaveau. Nous sommes mercredi, mais on va écouter vendredi. Vendredi, bientôt la nuit. D'un geste lent, ses doigts allument une bougie. Un rituel aux couleurs miel. Et la maison semble nous dire qu'elle vient du ciel. Vendredi, le pain est mis. La nappe en soie ruisselle d'étoiles et de lumière. Et elle sourit, et puis me dit: je n'ai fait que ce qu'ont fait nos femmes d'hier. Infiniment, elle ferme les paupières et lentement monte le chant d'une prière. Elle dit les mots qu'on dit depuis plus de 5000 ans. Elle dit: protégez nos enfants. Bientôt la nuit, le verre de vin, le pain couvert seront bénis. Roger rieuse, la petite veilleuse, danse avec l'ombre et l'ombre danse avec la vie. Vendredi, par quelle magie ma femme fait-elle chaque semaine ce paradis? Et elle est là, et je la vois comme irréelle dans le réel de beaux habits. Infiniment, elle ferme les paupières et lentement monte le chant d'une prière. Elle dit les mots qu'on dit depuis plus de 5000 ans. Elle dit: protégez nos enfants. Et on va se retrouver le 10 septembre à la salle Gaveau. Enfin, c'est pas faute de vous le demander depuis des années. Je commence rarement mon interview par une engueulade, surtout avec mes amis de 30 ans. Marco et Norbert Nakache, bonjour. Bonjour Sandrine, ravi. Ça y est, enfin, ça y est, on a la date. C'est le 10 septembre, c'est à la salle Gaveau. Ça va être fabuleux. Il était temps, Marco. Il était temps parce qu'on avait besoin de... De quoi? De 20 ans? De temps, de réfléchir. Non. Et c'est vrai qu'on a le défaut de faire des concerts trop rares. Oui. Et le bonheur de retrouver le public à chaque fois avec une ferveur magnifique. On a l'impression d'être un petit peu sur scène, comme en famille, comme à la maison. Et quelle que soit la salle, on a cette relation privilégiée avec un public que l'on aime, qui nous aime. On a l'impression de connaître les visages. Et puis Norbert aime cette notion de se revoir et de se retrouver. C'est ça ce qui va se passer. Alors, le 10 ça, septembre. Alors, c'est ce qui s'est passé déjà au Palais des Congrès cette année pour la grande soirée de la Tzedaka avec nos parrains de cette année qui étaient Olivier Nakache et Éric Toledano. Donc, on a dit on va rajouter des Nakache. C'était un moment dingue, vous êtes d'accord avec moi? Complètement. Et alors, est-ce que là, du coup, vous vous êtes dit devant les 4000 personnes du Palais des Congrès, ah oui, quand même, ils ont vraiment envie qu'on revienne, hein? C'est vrai qu'on a été tenté. C'est pas facile. Je dois te faire une confidence, Sandrine. C'est pas facile de motiver Marco, Claude, Gérard, les frangins,
etc. Mais là, on y est arrivé, il y a un besoin. En fait, il y a une envie réciproque, un besoin de se retrouver, se revoir. C'est un peu sociétal, je crois qu'aujourd'hui, on est tous un peu isolés. Il y a eu tous ces soucis qui demeurent, qui perdurent. Et on a envie, effectivement, de passer un moment au-delà de la musique, au-delà c'est l'envie de se revoir, se retrouver, se toucher, de passer un moment ensemble, une soirée ensemble, se remémorer plein de choses. Et c'est les invités les spectateurs qui vont inviter le père, la maman, la tante. Ça va être en fait une fresque familiale, quoi, pratiquement, quoi. Et on a hâte, en tout cas, d'être au 10 septembre. Bon, c'est en tout cas tout ce qui a fait votre carrière aussi, Marco. C'est pas pour rien. Alors, à un moment donné, il y en a qui disaient les Nakache ou les frères Nakache. Mais c'est les frères Nakache qui ont démarré. Et ensuite, c'était les Nakache. Donc, ça a été familial dès le début. Ça a toujours été familial. D'abord, on est les héritiers de notre père. Mais oui. Donc, héritiers culturels. Et d'abord, nous sommes les héritiers de notre père et de sa musique et de sa façon d'être. Culturel, et puis quelque part, culturel seulement, culturel. Non, et puis quelque part, pour revenir encore à ce spectacle, et par rapport à ta question, Nakache, les frères Nakache, oui, nous sommes les frères Nakache parce que on est un petit peu une sorte d'appartenance. C'est notre appartenance. Quand on chante, c'est notre appartenance que l'on exprime. C'est notre façon d'être, nos origines, notre façon. Et puis cette petite niche qui nous appartient. Une niche où, avec nos visages, nos cheveux, avec notre passé et nos origines, on appartient vraiment à une niche très particulière qu'on a envie de faire mieux connaître à ceux qui ne la connaissent pas, nous juifs d'Algérie, et puis ceux qui la connaissent de mieux s'y retrouver. On connaît l'histoire, mais à quel moment vous avez commencé à faire de la musique tous ensemble? Parce que forcément, il y a l'héritage du père, de la musique que vous avez toujours entendue, dans laquelle vous avez baigné. Mais à quel moment, finalement, vous vous êtes dit, voilà, tous les frères, un tel joue tel instrument, un tel joue, donc ça va créer un groupe et on va commencer à travailler vraiment ensemble? Je pense que ça s'est fait naturellement. Petit déjà, quand on sortait de l'école, on avait 6, 7, 8 ans, notre père nous réunissait autour de la table. On faisait nos devoirs, pour certains. et on était tous réunis autour de la table vers 6 heures. Notre mère nous préparait le petit café au lait, c'était le petit goûter. Et on a toujours fait de la musique. En fait, notre père avait ses musiciens qui venaient pratiquement tous les après-midi à la maison. Et nous, on a toujours eu des instruments autour. Donc, on a toujours baigné dans cette atmosphère d'équipe, de famille, de partage. Et puis après, pour répondre plus précisément à l'idée d'avoir créé ce titre et puis ce groupe ensemble, ça s'est fait. Je pense que honnêtement, spontanément, j'ai pas d'explication. Ça s'est fait naturellement, tout simplement, quoi. Elle imagine, c'était quelle année? Bon, ça va, on peut dire l'année. 1816, je crois, si on près. 1817, fin d'année. Tu sais quoi, t'es incapable de la dire, l'année? Non, 87, 88, mais tu sais ce qui est incroyable, intemporel, en fait. C'est que c'est notre bébé, c'est notre enfant, évidemment, c'est votre bébé. C'est notre ADN, et c'est vraiment incroyable parce que on l'a entendu dans toutes les versions, on l'a chanté 1 million de fois, et Dieu merci, c'est toujours un bonheur de la chanter, et puis j'ai le sentiment que les gens se font plaisir à l'entendre à chaque fois, c'est magnifique. C'est ce qui fait la force de ce qu'on appelle les très très grands succès, c'est les premières notes, et on se dit, ah chouette, ça va être celle-là. On va mettre les premières notes, hein, on va l'écouter, et on va continuer à parler du 10 septembre à la salle Gaveau. Les locations, elles sont ouvertes ou pas? C'est depuis quelques jours, oui, effectivement. Alors, on va y aller. Elle imagine les Nakache, les frères Nakache, Marco et Norbert qui sont là avec nous ce matin, et on va parler évidemment de ce qui va se passer à Gaveau le 10 septembre. Elle a dans ses yeux noirs toute une histoire qui n'est pas son histoire. Elle porte en elle des chemins d'exil, les grands soleils d'anciens matins d'avril. Elle est comme orpheline d'une autre vie. Elle sait qu'elle vient du sud par amnésie. Y a tant de rires, y a tant de larmes vécues, comme dans un film qu'elle n'a pas vu. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ces musiques aux fenêtres
les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ces rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux sous le ciel bleu. Elle est comme une enfant qui rêve de voir au-delà des miroirs. Malgré ses peurs, elle voudrait renaître de tout son être aux racines de son cœur. David a bien vaincu tous les géants, l'espoir a bien ouvert les océans. Il y a tant d'images dans ses yeux pleins d'espoir, il y a tant d'envie de tout savoir. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ces musiques aux fenêtres, les chagrins et les fêtes sous le soleil. Elle imagine tous ces rires d'enfants dans les ruelles. Elle imagine les mains qui disent adieu, les larmes dans les yeux sous le ciel bleu. Ça, c'est pas la version originale. Originale, c'est une qu'on a fait un peu après, non? Il y a une petite version, les instruments qui sont pas exactement pareils. Exactement. Vous ne m'aurez pas comme ça, les Franac. Je peux vous donner le. C'est comme les millésimes, tu sais, des vins quand tu goûtes. Ça, c'était en reprise. On revient pas sur l'histoire incroyable de la chanson, le tube interplanétaire. Au moins interplanétaire. Au moins, non, mais c'est vrai, blague à part. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, on est mercredi, ils sont sortis de l'école. Voilà, c'était le moment où, en France, tout le monde vous a découvert et c'était un succès incroyable. C'est une belle rencontre avec le public, une belle rencontre avec d'abord notre communauté, ensuite au-delà de ça, effectivement, c'est une chanson qui reste, qui demeure intemporelle parce que c'est les mots d'aujourd'hui, les mots d'hier, les mots de demain, quoi. C'est l'exil, c'est le départ, c'est la nostalgie au travers de ce qu'on peut nous raconter, nos parents, nos grands-parents, et ça passe les générations, c'est superbe, quoi. Alors après, il y a eu l'album, les albums, les autres chansons, les autres tubes. Et puis, vous avez monté aussi plein d'autres projets que nos auditeurs ne connaissaient pas forcément, mais vous avez travaillé pour d'autres. Vous avez travaillé pour Ophélie Winter et pour d'autres. Ce qui fait que pendant des années, vous êtes un peu moins occupé de faire des concerts. Donc là, ça y est, il était temps. 10 septembre, salle Gaveau. Que va-t-il se passer, Marco? D'abord, c'est une salle magnifique. Oui, d'abord, pourquoi Gaveau comme ça? Gaveau, parce que ça s'est présenté. Peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça s'est présenté. Et quand le train est passé et qu'il a un peu ralenti devant notre regard, on a dit OK, c'est une belle rencontre. Mais Gaveau, c'est une belle salle, c'est un son magnifique, c'est l'une des plus belles acoustiques d'Europe. Oui. Et puis, il y a une sérénité dans cette salle. Il y a une qualité des murs, une qualité de tout. Comme ça, c'est quelque chose de magique. On va essayer de donner un spectacle à la hauteur de l'endroit. J'ose espérer que c'est le cas, c'est certain. Et puis surtout de donner cette chaleur qu'on va partager avec les gens. Je ne sais même pas si c'est le mot spectacle. Pardon, Marco. Je t'en prie. il est approprié, adapté en tout cas. C'est plus une rencontre, des gens qui se connaissent, qui ont envie de se revoir. C'est plus une soirée de rencontre, de retrouvailles. Un spectacle, ça incombe un côté un peu spectaculaire. On va danser quand même, non? Vous allez danser. On va danser, oui, bien sûr. Et on va chanter. On va danser, bien sûr. Je reprends parce quoi? Mais le fait de danser, de toute façon, les gens vont danser, mais nous, on ne va pas danser quand même sur scène. Vas-y. Vous faites ce que vous voulez, là, c'est moi qui mets tout. Qui sera là sur scène, Norbert, Marco? Tous les frères? D'abord, il y a tous les frères, et en plus de tout, on est relativement nombreux parce que c'est, comme le disait Norbert, c'est une sorte de fresque qu'on va essayer de faire vivre sur scène. Fresque, c'est quoi? C'est l'anniversaire de notre père.
Il a pris quelques années. Il est un peu âgé, et puis on est autour de lui. Ouais. C'est une fête de famille, c'est un beau dimanche d'été. Un beau dimanche de retrouvailles. Et un beau dimanche de retrouvailles. Donc Au rythme autour de lent. ça, les cousins, les cousines, et on va exprimer un petit peu ça. Presque autour d'une table, quoi. Presque, mais oui. Ah bah, c'est ce qui manque alors peut-être dans le concert. Donc, toute la famille sera là. Les chansons, vous avez fait déjà la setlist. Est-ce qu'il y aura des reprises, des surprises ? Alors, il y a différentes chansons. Il y a bien sûr Les incontournables. les incontournables. Ah bah oui. Et puis également des chansons de l'extérieur, parce que c'est un contexte où notre père aimait telle ou telle chanson. Et on va, à vrai dire, on a le sentiment de retrouver un beau dimanche en famille, autour d'une table ou d'un jardin. Et dans ce moment-là, on chante toutes les chansons du monde. Et ça se mélange un petit peu. Est-ce on est un dimanche le 10 septembre ou pas ? Non, Non, on est en semaine. On est en semaine, un mercredi soir. Et les spectateurs amis, effectivement, pourront intervenir. Probablement, il y aura des micros dans la salle et les gens, peut-être, auront envie de raconter une petite anecdote, un souvenir avec l'un l'autre. Donc, ça sera vraiment interactif, quoi. C'est ça qui est sympa, quoi. Et mon amie Julie, d'ailleurs, qui pensait que je pleurais en vous écoutant. Non, j'ai juste la voix complètement étranglée. Non. Il va falloir que ce soit eux qui parlent. Vous voulez pas faire l'émission ? On s'est dit que d'émotion, bon. Sandrine. Oui, pas forcément depuis le temps. Donc, le 10 septembre, une seule et unique date. Pour l'instant. Donc, il va falloir réserver très vite. Parce que, hop, on se dit, bon, j'ai le temps, 10 septembre. Non, vous n'avez pas le temps. Parce qu'après, hop, l'été, les vacances, tout ça, on revient de vacances, hop, c'est déjà quasiment le 10 septembre. Oui, donc, c'est faut prendre certain, ses places maintenant. mais il faut réserver quand on a envie. Non, C'est Marco, laisse-moi faire la promo. Toi, tu chantes, d'accord ? Toi, tu chantes, moi, je fais la promo, d'accord ? Donc, la promo, on leur dit de prendre leur place maintenant. Sur, Marco, laisse parler Sandrine, voilà, s'il te plaît. sur la non, pas tellement. À la salle Gaveau. Et en plus, vous allez entendre une pub sur RCJ, puisque nous avons le privilège de vous accompagner pour ce concert Merci comme depuis 30 ans, je crois, ce qui ne nous Toujours. rajeunit pas. Amitié mais avec fidèle. ô combien de bonheur. Rendez-vous le 10 septembre, salle Gaveau. Marco, est-ce que ça veut dire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en région aussi, qui vont se dire, oh là là, c'est bien, à Paris, ils vont avoir un concert des Nakache. Est-ce que ça veut dire que peut-être après, vous allez vous dire, tiens, on va aussi aller les voir un petit peu Ça dans toute s'organise la en tout France cas dans ce sens. Ça s'organise, et en plus de tout, c'est vrai qu'il y a une notion, vraiment, il y a une notion de temps. On a donné beaucoup de temps au temps, on va dire comme ça. Oui, et puis à d'autres projets. Et à d'autres choses et tout, mais en même temps, on a très envie de faire toutes des grandes villes, des belles salles, et puis de retrouver les gens, et puis de partager les moments. C'est très important, le partage. Aujourd'hui, on vit, comme disait Norbert tout à l'heure, dans un système sociétal un peu compliqué. Oh que On est oui. tous un petit peu étonnés d'être montrés du doigt comme ça, et on ne va pas rentrer dans un discours politique à l'instant, c'est pas le propos, mais la communauté juive d'une manière précise et le monde d'une manière générale devient totalement dingue. C'est dingue. Ouais. On est ciblé, et quelque part une petite lueur de partage, de sensibilité, de musique, de sourire, soleil. De d'émotion. musique, de Et transmission. puis ouais. savoir, je crois qu'on va écouter dans quelques instants, on est resté On est des restés amis des tout à l'heure. amis, mais Et oui. puis savoir que aussi au-delà vraiment de beaucoup de propos qui sont hallucinants aujourd'hui, on veut garder quand même encore cette lueur de tendresse, Il de faut, partage. sinon, Je crois qu'il sinon on n'y arrivera le pas. faut, et puis en même temps être très vigilant, parce qu'il le faut avant tout. Norbert, un mot également avant qu'on se quitte. On se retrouvera en mois de juillet pour l'émission complète. Vous m'amènerez tout le monde, hein, avec les guitares, avec tout. Hein. Ah, c'est- On va se avec faire une plaisir. émission live en juillet, folie. Merci, avec plaisir. Un mot sur un événement qui va arriver aussi, qui est le Comte de Monte Cristo en comédie musicale. Et là, c'est des Nakache aussi. Je crois que c'est la génération un peu en dessous qui a commencé le projet. Et c'est un projet complètement dingue. Ce sont les enfants de Norbert. C'est les enfants de Norbert, mais oui.
C'était effectivement, ça part d'une idée, comme ça, en pleine nuit. J'ai réveillé un matin, en pleine nuit, pas un matin, en pleine nuit, Roman, mon fils. J'ai dit, Roman, il m'a dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué, tu es malade? J'ai dit, non, mais on a une bonne idée. J'ai une bonne idée, il faudrait qu'on fasse. Le Comte de Monte Cristo, c'était avant tout une histoire magnifique. Moi, je l'ai connu quand j'étais petit, 6-7 ans. J'étais allé avec mes parents au château d'If à Marseille, où nous étions en vacances. Et cette histoire, Alexandre Dumas, ce livre, cette légende est extraordinaire, quoi. Elle est extraordinaire parce qu'elle représente tous un spectacle qui est merveilleux, avec plein de symboles, la résilience, l'amour, l'espoir, jamais toujours espérer, en fait. Et avant tout, ça sera un spectacle qui va se passer effectivement. Merci de le souligner, Sandrine, à partir du 26 janvier au Dôme de Paris. Et oui. Ça s'appelle le Monte Cristo. 2026, ouais, Monte Cristo. Monte Cristo, et c'est parti d'une idée en pleine nuit, et puis voilà, Roman a pris le relais, il a écrit un beau livret avec Didier Decoing du Goncourt, et puis c'est parti, et ça devient maintenant une grosse aventure. Grosse, mais oui. Il y a 70 personnes qui travaillent dessus, avec des metteurs en scène fabuleux, des chorégraphes qui ont travaillé avec les plus grands. C'est bien de se réveiller la nuit, hein, des fois avec les idées. Hein. Ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup, comme allô, je voudrais faire Monte Cristo. Allô, on va faire Monte Cristo. Eh ben, on va faire Monte Cristo, et ça sera donc à partir de janvier 2026 au Palais des Sports. Mais là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, rendez-vous le 10 septembre, salle Gaveau. Les locations sont ouvertes pour retrouver bien tous les frères Nakache, retrouver toutes ces musiques qu'on aime, et puis forcément des surprises. Il y aura des surprises. Bien sûr. C'est clair. Bon, on est restés des amis, c'est ce qui compte aussi. Merci Norbert, merci Marco. Merci. On se retrouve en juillet, hein, avec tout le monde. On l'a dit, on fera une petite émission en live. Et dans quelques instants, on va retrouver Valérie Zarouk pour parler d'Appelez-moi Golda. Mais avant cela, les Nakache, on est restés des amis. Merci à vous. On est restés des amis, les frères Nakache. Rendez-vous avec eux en concert le 10 septembre à la salle Gaveau, et plus proche de nous les 16 et 17 juin. Mais le 16 juin, c'est complet. Appelez-moi Golda à l'espace Rachi, un spectacle créé par Steve Suissa. Avec vous, Valérie Zarouk, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une fabuleuse Golda. J'ai eu le plaisir de vous voir le premier soir. Il y a 2 soirées organisées en collaboration avec le FIJU. Là, 16 et 17 juin. Vous venez de me dire le 16, c'est complet. Oui, c'est complet. Donc, il ne reste que le 17 juin. Donc, vraiment, prenez vos places. Comment est-ce que Golda Meir et ce spectacle est arrivé dans votre vie, Valérie Zarouk? Écoutez, c'est l'élan, la passion. Le livre, ma vie, était chez mes parents depuis longtemps. Ouais. Et j'ai replongé dans les écrits de Golda, dans ce livre, le livre aussi de Claude-Catherine Kiejman, des émissions de télé, le film avec Ingrid Bergman. Tout à coup, voilà, une envie, une intuition. Et puis alors, quand ça démarre chez moi, après l'univers vous envoie des signes. La rencontre avec Steve, avec Eric Cohen aussi, qui m'a dit « Est-ce que tu as besoin de soutien? Est-ce que j'aimerais participer à cette aventure ?» Avec l'auteur Michel Langlinet. Enfin voilà, un travail d'équipe extraordinaire, tous ensemble pour cette pièce, c'est vraiment cadeau. Pour une pièce, vous avez raison, c'est une pièce de théâtre où vous êtes seul en scène, mais plus que cela, plus qu'une pièce, c'est une leçon d'histoire, et c'est une leçon d'histoire d'Israël, à la fois sur la personnalité de Golda Meir et sur l'histoire d'Israël aussi à cette époque. Oui, c'est l'histoire d'une création. On peut dire que la vie de Golda est mêlée à la création de l'État d'Israël. Elle a signé la déclaration d'indépendance. Elle est arrivée en Israël, elle avait 20 ans. Elle a senti aussi, elle a senti un élan. Il fallait aller au kibboutz, il fallait bâtir, construire, créer un pays, un foyer refuge pour son peuple. Et voilà, donc on découvre aussi l'histoire de cette création en même temps qu'on découvre la femme, et dans cette pièce, toutes les facettes de Golda, petite, puisqu'elle est née à Kiev, son arrivée en Amérique, son adolescence, son départ en terre promise, le kibboutz, et puis les moments difficiles aussi, son mariage, son amour pour son mari, mais en même temps les difficultés, parce que lui, c'était... Oui, les difficultés d'être une femme et d'être une femme politique. Exactement. À cette époque-là. Exactement, une femme politique. Elle dit, avant d'être une femme, je suis une femme juive, voilà, mariée à ma cause, mariée à mon peuple, et une femme d'engagement, une femme qui me touche, parce que c'est une femme
une femme de cœur. On l'appelle la grand-mère d'Israël. Bon, voilà. Oui, mais elle C'est avait pas aussi un côté parfois assez dur. Et là, c'est aussi un autre côté de Golda Meir qu'on découvre. Oui, elle était obligée. De toute façon, c'est Oui, bref. c'est une lutteuse. Hein, quand vous avez les Anglais, la guerre arabe, une vie de famille et qu'il faut aller sur le front, remonter les manches. Rien à perdre, faut y aller. Oui, voilà, oui. bâtir, ça c'était son adage. Construire, bâtir, ne pas attendre, faire. Voilà, la dame de fer, la dame du fer. Et non, je suis admirative. C'est une femme que j'aime. J'ai l'impression qu'elle est là. Et... Comment vous l'avez bâti, vous, justement, ce rôle, évidemment, avec les excellents conseils de votre metteur en scène, Steve Suissa. Une confiance, un regard, une confiance, une force. Et aussi, voilà... C'est très important, la relation avec le metteur en scène, parce qu'il m'a laissé aussi beaucoup de liberté, puis il vient aussi resserrer. Au début, c'est très chaotique. Hein, il faut faire des choix, et puis tout à coup, ça se met en place. Je reprends la phrase d'Etty Le Soumb, vous m'aviez reçu pour Etty Soumb. Oui, exactement ce que j'allais vous dire, c'est votre spécialité, les grands portraits de femmes. d'être là avec vous, parce que elle dit les choses ont une manière d'arriver, laissons-les faire. Mais elle relève les manches, elle fait Golda. Et puis voilà, après... c'est un travail d'équipe, c'est la fraternité, le kibbutz, hein, tous ensemble, hein, pour tous pour un, on va dire. C'est un Israël aussi un peu perdu, malheureusement, mais c'est un Israël qu'il faut raconter aux plus jeunes, et c'est ce que fait cette pièce. Quand j'ai des jeunes qui viennent me voir à la sortie du spectacle et qui me disent « on a appris plein de choses puis ils ont les larmes aux yeux. Oui, j'espère. C'est beaucoup d'émotions, c'est un condensé d'émotions, ce spectacle, mais ça raconte l'histoire de cette femme qu'on connaît mal, hein, puisque on connaît la femme politique, mais on connaît pas son parcours, on connaît pas ses failles, sa fragilité, son histoire d'amour. On connaît pas la maman et l'histoire de la création. Voilà, c'était le foyer refuge. Et aujourd'hui, grâce à elle, foyer, j'ai envie de dire foyer liberté. Puis, foyer liberté. Et puis tout ce qu'elle a insufflé après aux autres générations. Et l'exemple aussi politique que certains feraient bien de suivre aussi quand on voit ce qu'elle a, le courage qu'elle a eu après les guerres. Vous avez joué la première représentation, c'était en Israël. Incroyable, comment c'était, Valérie? Mais c'était cosmique. C'est un des plus beaux moments de théâtre de ma vie. D'abord, toutes les secondes, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais portée. Mais vraiment, je joue Golda Meir en Israël, c'est fou. Non, mais c'est fou. Salle Golda Meir. J'arrive et une chaleur, 500 personnes debout à la fin, des applaudissements, le retour du public. Parce que le public nous porte, nous les acteurs. Voilà, le public était là au rendez-vous. On était à l'unisson, être en Israël, c'était incroyable. Dans le festival francophone de Steve Suissa, on retourne jouer là-bas le 24 octobre. Donc ça, c'est génial. Pour ceux qui nous écoutent en Israël, la date est prise. Pour tous les autres, rendez-vous le 17 juin, parce que le 16 juin, c'est complet, à l'Espace Rachi, ici même. Venez avec vos adolescents, vraiment, c'est une leçon d'histoire d'Israël qu'on a grâce à vous, Valérie Zarouk, et à Steve Suissa et à toute l'équipe. Et on ressort avec... Voilà, ça fait du bien aussi au sionisme d'avoir de tels personnages qui nous sont racontés, qui sont tellement vivants. À la fin, on a envie de lui dire, Golda, voilà. Moi, j'ai envie de lui dire merci. Elle dit, je veux merci, quand après la guerre de Kippour, elle a dit, moi, je veux continuer à être une grand-mère pour mes petits-enfants à travers le monde. Ça, c'est une phrase qui résonne beaucoup en moi. Donc, c'est la grand-mère, elle attend son petit-fils, elle va donner les clés du courage. Elle nous livre quand même ce cadeau, hein, j'ai envie de dire l'imagination du courage. Ça, c'est un beau cadeau. Oh que oui. Appelez-moi Golda, 17 juin à l'Espace Rachi, réservé très vite, c'est sur billets web. Merci beaucoup Valérie Zarouk. Et merci puis je pense vous, pareil, Sandrine. je pense à nos auditeurs de région. Je pense que vous allez aller vous balader un petit peu dans toute la France l'année prochaine. J'espère. Il y a un chemin là probablement avec nous, avec le FSU. Merci beaucoup Valérie Zarouk. Merci infiniment Sandrine. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par Elsa Pariente et toute la rédaction. Maître Ariel Goldman, au micro de Laurence Goldman. Et puis à 13h, Objectif Santé, l'émission présentée par Catherine Lacronière qui reçoit le professeur Nicolas Lelouch. Bonne journée sur RCJ.